Bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence pour cette conférence sur, bien entendu, la franchise, la meilleure solution pour entreprendre. Écoutez, on va démarrer. Ça fera venir ceux qui ont un peu plus de mal à se lever le dimanche matin. Je me présente rapidement, je m'appelle Boris Flech, donc je travaille pour la Fédération française de la franchise, fédération qui est... excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Voilà. Merci. Fédération qui est l'organisatrice de ce beau salon. Pour présenter rapidement la FFF, qui nous sommes. Donc, nous sommes une association, loi 1901, un peu plus de 50 ans d'existence. Comme je vous l'ai dit, on organise ce salon, mais on rassemble surtout un certain nombre d'acteurs qui ont été sélectionnés pour rejoindre la fédération, à la fois des réseaux. On a près de 200 enseignes adhérentes à la fédération, dont près de la moitié sont présentes ces jours-ci sur ce salon. On a également une soixantaine d'experts qui sont rassemblés sous un village et qui peuvent vous accompagner dans vos projets entrepreneuriaux, que ce soit pour réaliser des études de marché, que ce soit pour réaliser des prévisionnels, que ce soit également des avocats qui peuvent vous accompagner dans de la relecture de contrats avant de signer. La FFF, c'est également 2 concours, les révélations de la franchise, qui priment justement de jeunes enseignes, de jeunes réseaux qui se lancent dans leur développement. Et d'ailleurs, les résultats de ce concours ont été révélés hier soir, mais également les rubans de la franchise qui distinguent finalement des personnes qui ont œuvré, on va dire, pour l'intérêt commun du modèle. La FFF, c'est également un organisme de formation qui s'appelle l'Académie de la franchise et qui a pour vocation de former des futurs franchisés, des futurs franchiseurs, mais également les réseaux de franchise déjà établis pour aller former finalement toutes les équipes qui vont composer la tête de réseau et qui vont vous accompagner dans vos projets par la suite. Et c'est également 2 instances de médiation, l'une qui s'appelle la médiation des réseaux, qui est là pour intervenir s'il y a des points d'accroche entre un franchiseur et un franchisé, et également une médiation à destination des consommateurs. Alors, je fais un petit focus sur la formation, parce que c'est important. Sachez, voilà, qu'on a une formation dédiée aux porteurs de projets en franchise, qui s'appelle tout simplement Devenir franchisé, qui dure soit une journée en présentiel à la fédération, soit également avec un format e-learning. Je vous ai d'ailleurs déposé, si ça vous intéresse, des plaquettes sur la borne d'accueil de la salle, mais également une formation à destination des futurs franchiseurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en tout cas, je serai également à votre disposition pour en discuter. Alors, on va passer 45 minutes ensemble pour parler de la franchise et pour casser aussi des préjugés, des idées qu'on pourrait avoir sur ce modèle entrepreneurial. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même pouvoir poser les bases et parler un petit peu de la place de ce modèle entrepreneurial dans l'économie française. Alors les chiffres, vous les avez à l'écran, je vais simplement les lire avec vous. 2089, c'est le nombre d'enseignes, donc de réseaux qui se développent en franchise, en tout cas qui se développaient en franchise à fin 2024. On a compilé toutes les données, effectivement, de l'année qui s'est terminée. En face, ça représente 90 588 points de vente franchisés. En réalité, entreprise, unité franchisée. On pourrait également en parler. Vous avez des concepts où le franchisé n'a pas de point de vente physique en tant que tel. Et ces 90 000 entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires de 88,64 milliards d'euros. En termes d'emplois directs, en France, la franchise, c'est plus de 600 000 personnes. Si on fait le cumul d'emplois directs et indirects, on tombe à 962 000 personnes. Voilà, ces chiffres, ils sont importants puisque ça permet effectivement, encore une fois, de voir un peu le poids économique de ce modèle. Vous l'avez également en dessous sur l'écran et vous avez tout le détail sur le site internet de la Fédération. C'est un modèle qui est en croissance et c'est un modèle qui se développe. Voilà. Quand on regarde 2005, 2025, allez 2024, bon, on va dire presque 20 ans, le nombre de réseaux de franchise, il a doublé en France. C'est bien que c'est un modèle qui est plébiscité à la fois par les chefs d'entreprise qui ont créé un modèle et qui souhaitent s'appuyer sur des entrepreneurs indépendants pour le développer, mais c'est un modèle qui est vraiment utilisé et exploité pour créer ou reprendre une entreprise, parce qu'on parle beaucoup de création d'entreprises en franchise, il y a des vraies possibilités de reprise également. Alors, je vous l'ai dit, l'objectif de ces 45 minutes, c'est de pouvoir également casser quelques idées reçues sur ce mode d'entrepreneuriat. Alors on dit souvent que pour entreprendre en franchise, il faut avoir l'idée du siècle. Ben, on va voir que ce n'est pas forcément vrai parce que justement, vous allez vous appuyer sur un concept qui a déjà été testé, qui est bien établi et qui va vous permettre de reproduire justement ce succès.
qu'il faut être expert dans son métier. Ben, on va en parler justement, mais le but de rejoindre un réseau de franchise, c'est de pouvoir apprendre également un métier, pouvoir se lancer dans un secteur d'activité dans lequel on n'a pas forcément d'expérience. Parce que le franchiseur, il va vous former à ce métier. Je vous donne un chiffre, hein, il y a une enquête qu'on réalise chaque année avec la Banque Populaire, qui est notre partenaire, la FFF et un institut de sondage qui s'appelle Kantar. Vous avez plus de 40% des franchisés qui, pour leur projet entrepreneurial, changent totalement de secteur d'activité, vont entreprendre dans des secteurs d'activité dans lesquels ils n'ont pas forcément d'expérience. Et si c'est possible, on va le voir, c'est parce que le franchiseur va être là pour les former, à la fois en théorie au siège, mais également en pratique sur le terrain. La durée moyenne d'une formation en franchise, c'est 37 jours. C'est une moyenne, hein. Ça peut être plus court pour certaines activités où le métier n'est pas forcément technique. Ça peut être beaucoup plus long si les concepts le nécessitent. Vous avez des réseaux, notamment des grosses enseignes dans de la restauration rapide ou autre, où on parle de 6, 8, parfois 10 mois de formation initiale. Il faut être bardé de diplômes. Ce n'est pas forcément vrai non plus. D'accord ? Le taux, ce que dit l'enquête, c'est justement le nombre de franchisés qui ont un niveau supérieur à Bac plus 4, il est de 14%. C'est-à-dire que la majorité des franchisés n'ont pas forcément fait de très longues études. Et ce n'est pas un problème parce que justement, ce que va rechercher l'enseigne, c'est des gens qui ont réellement envie d'entreprendre, qui ont des qualités, qui ont des compétences et qui vont être accompagnés pour être amenés au succès. Bon, je ne vais pas tous les faire, bien entendu, mais vous voyez que finalement, tous ces idées reçues, la sagesse de l'âge moyen d'un franchisé au moment de l'ouverture, c'est 35 ans. Voilà. Bon, on pourra en reparler par la suite et de toute façon, toute l'équipe de la FFF sera à disposition sur le stand si vous voulez continuer à casser ces idées reçues. Alors, je vous mets à l'écran quelques exemples de réseaux adhérents de la FFF. Je vous l'ai dit, vous avez environ la moitié qui sont présents sur ce salon. Pourquoi est-ce qu'on vous présente également la liste de ces enseignes? C'est pour que vous ayez conscience que de la franchise, on va en trouver dans quasiment tous les secteurs d'activité. D'accord ? Avec une offre de distribution de produits, avec une offre de prestation de services, avec une offre B2C, et aussi certains réseaux qui ont une offre B2B, donc qui est une offre dédiée aux professionnels. À titre d'exemple, concernant les 200 réseaux adhérents de la fédération, ils représentent quasiment 90 secteurs d'activité différents. Donc c'est bien dire le champ des possibilités qui est offert par ce modèle entrepreneurial. Voilà une deuxième diapo qui présente un petit peu le reste des réseaux adhérents de la fédération. Alors, bon, on parle de la franchise depuis un peu plus de 5 minutes maintenant, mais je pense qu'il va être nécessaire de la définir pour bien comprendre réellement son fonctionnement. Alors, c'est quoi la franchise? On l'a dit, c'est un moyen de créer ou de reprendre une entreprise. Le créateur de l'entreprise, c'est le franchisé qui va s'appuyer effectivement sur un concept qui a déjà fait ses preuves, qui a été développé, qui a été travaillé justement pour amener une certaine performance par le franchiseur. Ce qui est important que vous reteniez en préambule, je pense que c'est l'élément le plus important de cette matinée, c'est que le franchisé et le franchiseur sont deux entreprises qui sont totalement distinctes, juridiquement et financièrement. C'est vraiment deux entreprises indépendantes qui décident de collaborer entre elles et les règles de collaboration sont inscrites dans un contrat. Le franchiseur, lui, ce qui s'engage, c'est à mettre à disposition une marque, à transférer un savoir-faire et à accompagner au niveau technique et commercial le chef d'entreprise franchisé. Alors je vous rassure, on va revenir en détail sur ces trois aspects, mais pour qu'on puisse réellement parler de franchise, il faut qu'on retrouve réellement la mise à disposition d'une marque, ce transfert de savoir-faire et cet accompagnement technique et commercial. S'il manque un de ces ingrédients, on ne parlera pas de franchise. Ça peut être d'autres modèles, dont certains sont représentés également sur le salon et qui sont de très bons modèles également. Hein. Tous les modèles sont bons à partir du moment où ils sont bien exploités. On refera un petit focus à la fin de cette présentation sur ces différences. Alors, au niveau des piliers de la franchise, nous y revoilà. Marque, savoir-faire, accompagnement technique et commercial. Je rentre sur le premier qui est la marque. En réalité, je l'ai un petit peu simplifié. On va parler des signes de ralliement de la clientèle. Donc les signes de ralliement de la clientèle, c'est quoi? Effectivement, c'est la marque, mais c'est également tout le système architectural, tout le concept architectural de l'enseigne, le code couleur, le mobilier, l'agencement du point de vente, tout ce qui vous raccroche, vous, en tant que client, à une unité physique, et tout le système d'identité visuelle, effectivement, déployé par la marque. Encore une fois, le code couleur, la typo, parfois la tenue également que portent les personnes qui travaillent au sein du concept. Le cœur de la relation de franchise,
il tourne autour de la mise à disposition d'un savoir-faire. Alors le savoir-faire, c'est un beau mot, on le lit partout, mais parfois ce n'est pas évident de l'expliquer. Moi, le savoir-faire, je l'explique tout simplement comme l'ensemble des outils, des méthodes, des techniques qui ont été mises en place par le franchiseur, qui ont été testés, qui ont évolué, parce que des fois on teste des choses qui ne marchent pas forcément, ça fait partie du jeu, et qui vont être mises à disposition des franchisés pour qu'ils puissent être opérationnels dans l'activité et performants au niveau économique. C'est ça l'intérêt. Alors, le savoir-faire, c'est un ensemble. Souvent, quand je discute avec des porteurs de projets ou simplement avec des consommateurs et qu'on parle d'enseigne, on a un peu tendance à penser que le savoir-faire, c'est uniquement centré sur le cœur d'activité de l'enseigne. La manière dont sont réalisés les produits ou les prestations de services, le processus de fabrication. Oui, ça fait partie du savoir-faire, mais finalement, c'est un ensemble. Le fait, effectivement, pour réaliser l'activité, d'être capable d'aller sélectionner les bons produits ou les bonnes matières premières auprès des bons fournisseurs, de rentrer dans des négociations pour apporter effectivement des vrais avantages financiers aux franchisés pour avoir un modèle économique performant, ça fait aussi partie du savoir-faire. Le fait d'aider les franchisés à aller chercher l'emplacement qui correspond réellement à l'activité pour maximiser le potentiel, ça fait partie du savoir-faire. La manière dont le point de vente va être agencé, le suivi de réalisation des travaux, ça fait également partie du savoir-faire. Toute la communication de l'enseigne, être capable de faire passer les bons messages auprès de la bonne cible sur les bons canaux, c'est aussi le savoir-faire de l'enseigne, comme d'ailleurs la politique promotionnelle qui est mise en place par l'enseigne. Donc en fait, le savoir-faire, c'est un ensemble qui permet effectivement d'avoir un concept qui fonctionne et qui soit performant au niveau économique. Donc oui, le savoir-faire, ça touche le domaine commercial, le domaine de la gestion, le domaine logistique et technique. Et ça, c'est un point important quand même quand vous allez rencontrer des enseignes. C'est bien de poser la question, leur poser la question de savoir quel est réellement le savoir-faire, qu'est-ce que le franchiseur va vous mettre à disposition pour justement vous amener vers une réussite. Alors, ce savoir-faire, il a d'abord été testé. Avant de se développer en franchise avec des chefs d'entreprise indépendants, le franchiseur il a d'abord testé le concept dans des unités pilotes. Alors, l'unité pilote, ça sert à plusieurs choses. Ce sont des unités qui appartiennent aux franchiseurs, ce sont des succursales et qui permettent également de tester le concept, de le maturer avant de le mettre, je dirais, sur le marché de la franchise. Et souvent, ces unités pilotes, elles sont conservées par le franchiseur. C'est-à-dire que même dans les réseaux qui ont vraiment axé leur développement sur de la franchise, très généralement, je dis bien très généralement parce que ce n'est pas une obligation légale, soyons bien clairs, le franchiseur conserve quelques unités pilotes, donc des succursales qui lui appartiennent. Ça lui permet de garder un pied dans l'activité, d'être confronté finalement au quotidien aux mêmes problématiques que ses franchisés. Ça permet également de servir de centre de formation dans lesquels seront justement formés au niveau pratique les franchisés qui vont arriver au sein de l'enseigne. Et puis, ça permet également de tester les évolutions de concept. Parce que c'est ça aussi le but d'un franchiseur, hein, c'est d'essuyer les plâtres avant de demander aux franchisés de mettre en place telle ou telle évolution. Donc, c'est important, effectivement, que ces sites pilotes soient en place et que le concept ait réellement été testé dans ces sites pilotes avant de se développer en franchise avec des entrepreneurs indépendants. Et le troisième aspect de la franchise, le troisième pilier, c'est l'accompagnement. Ça aussi, c'est un élément très important en franchise. Quand vous vous lancez, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que le franchiseur va vous accompagner et quelle que soit l'étape d'avancement dans votre projet. Il y a un vrai accompagnement au moment du montage du projet. Ça, généralement, c'est le service développement de l'enseigne qui va, entre guillemets, alors j'image un petit peu fort, mais vous prendre par la main sur les différentes étapes, que ça soit pour aller chercher justement l'emplacement qui correspond au mieux pour implanter l'activité. Au sein de cette zone, trouver le local idéal. Vous accompagner également pour agencer ce local, donc faire tout le plan d'agencement, le plan de travaux, suivre la réalisation des terrains, des travaux, la mise en place du concept magasin. Il vous accompagne également sur la recherche du financement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les banques ont un pôle qui est dédié à la franchise ou au commerce organisé. Ils sont d'ailleurs la plupart sur le salon, donc c'est aussi le moment pour aller les voir et leur parler de votre projet. Mais ça, c'est un travail du franchiseur qui fait référencer son enseigne auprès de ses pôles bancaires. Au moment de l'ouverture de l'unité franchisée, le franchiseur il est également à vos côtés. Ça veut dire que les premiers jours de démarrage, et les jours qui précèdent et les jours qui suivent, bien entendu, le franchiseur il vient dans l'unité avec ses équipes pour dire « Attendez, vous n'êtes pas seul,
On ne vous lâche pas dans le grand bain directement. On va vérifier effectivement que tout est bien en place, que les logiciels fonctionnent bien, que les salariés, s'il y a une équipe, soient bien formés. Et on reste avec vous les premiers temps pour être sûr que vous soyez bien rodés avant de vous laisser, bien entendu, continuer en totale autonomie. Ça aussi, c'est une bonne question à poser aux franchiseurs que vous allez rencontrer. Quelle est la nature de l'accompagnement au moment de l'ouverture? Combien de personnes vont venir? Qui sont ces personnes? Quels vont être leurs rôles pendant cette période de présence? Et enfin, durant toute la vie du contrat, le franchiseur, il est là, à vos côtés, pour vous accompagner. Alors, l'accompagnement, concrètement, c'est quoi? C'est des fonctions support qui sont à disposition. L'approvisionnement, le marketing, la communication. Dans certains métiers, une cellule technique qui est là pour accompagner les franchisés dans l'activité. Dans d'autres secteurs, parfois un service juridique qui est là aussi pour faire tout ce qui va être la veille réglementaire et vous redescendre une information, on va dire, limpide et directement exploitable. C'est un gain de temps quand même assez conséquent dans l'exploitation de l'activité. Et puis, c'est de l'animation de réseau, c'est-à-dire des animateurs et des animatrices de réseau qui sont à vos côtés au quotidien et qui sont des sortes de coachs finalement de franchisés. Leur rôle, c'est vraiment de vous accompagner sur tous les sujets du quotidien et dès que vous avez une demande, encore une fois, d'ordre technique ou commercial, de pouvoir vous accompagner pour trouver la solution ou la réponse. C'est vraiment, je dirais, la courroie de transmission entre la tête de réseau et l'ensemble des fonctions support et les franchisés sur le terrain. Donc le but des animateurs de réseau, c'est de faire en sorte que vous soyez performants, c'est-à-dire à l'aise au niveau opérationnel avec l'activité et performants, bien entendu, au niveau économique. Alors, ils ont une deuxième casquette aussi, les animateurs, c'est la casquette de contrôle. Ils sont là aussi pour vérifier que les franchisés respectent bien le concept et ne sortent pas effectivement du cadre de l'exploitation du concept parce que ce sera un risque effectivement de dégradation de l'image de marque. Voilà. Le but de la franchise, c'est aussi pour les clients, pour les consommateurs, une homogénéité au niveau de l'ensemble des unités du réseau. Vous, en tant que client ou cliente, que vous rentriez dans un point de vente d'une enseigne que vous connaissez, ou que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, vous y allez parce que vous savez, vous connaissez l'offre, vous connaissez le positionnement de l'enseigne, la qualité des produits ou des services. Donc, pour que ça puisse être le cas de manière homogène dans l'ensemble des réseaux, ça veut dire qu'il y a un cadre qui va être posé, tant sur l'usage que vous allez faire de la marque que sur la manière dont vous allez exploiter le concept. Et les animateurs de réseau sont là pour vérifier que vous respectiez bien également ce cadre. Alors, pour résumer, on l'a dit, le franchiseur, il est propriétaire de la marque. Soit il l'a créé, soit il a racheté le réseau, dans tous les cas, il en est propriétaire. Dans certains cas, il peut également être titulaire d'une licence de marque. Alors, là, c'est un cas un petit peu particulier. C'est notamment dans le cadre de la master franchise. Je ne sais pas si ça vous parle, mais la master franchise, c'est un modèle qui est vraiment utilisé notamment dans le développement international des enseignes. Quand une enseigne qui n'est pas originaire du pays souhaite s'implanter sur un territoire étranger et au lieu de monter une filiale, toute une structure sur le pays qui va endosser le rôle de franchiseur, finalement, il va confier le développement et le métier de franchiseur à une personne tierce ou un groupe, en tout cas tiers, qui maîtrise déjà l'activité, qui maîtrise bien la réglementation, les habitudes de consommation sur le pays. Et ce groupe, cette personne, cette entreprise qu'on appelle un master franchisé, finalement va endosser le rôle de franchiseur sur le pays. C'est un petit peu, au démarrage, le premier franchisé du pays parce qu'il arrive avec le concept dans le sac à dos, il va quand même créer les premières unités, il va tester, il va adapter aussi le concept au marché local. Et une fois que la preuve de réussite sera faite, il va changer de casquette, il va mettre celle du franchiseur et derrière, il va aller recruter effectivement les franchisés, il va aller les former, il va aller les accompagner, il va jouer l'ensemble des rôles d'un franchiseur sur le pays. Donc, les masters franchisés, finalement, si demain vous êtes en lien avec un master franchisé, il faut bien comprendre que généralement, ils ne sont pas propriétaires de la marque. Eux-mêmes sont titulaires d'une licence de marque de la part du franchiseur d'origine qui leur permet d'exploiter et de développer le concept sur le territoire national pendant un certain temps donné. Ça aussi, c'est un élément quand même important dans les échanges que vous allez avoir avec les réseaux. Si vous êtes en présence d'un master franchisé, ça fait aussi partie des questions à poser, de savoir finalement cette licence, la carte qu'il a eue pour pouvoir jouer le rôle de franchiseur sur le pays, quelle est la durée et où ils en sont au niveau contractuel. Ça, c'est le sujet de marque. Bon, on l'a vu, il possède un savoir-faire expérimenté. Ce savoir-faire, il va être transmis finalement par deux outils principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle
un manuel de savoir-faire, un manuel de procédure, un manuel opératoire, peu importe le nom, on s'en fiche un petit peu. C'est un document dans lequel l'ensemble de ce savoir-faire, l'ensemble de ces méthodologies, de ces outils, va être détaillé et inscrit noir sur blanc. Généralement, ça représente, c'est numérisé, je vous rassure, mais généralement, ça représente quand même des beaux pavés. Ce manuel de savoir-faire, il va être transmis aux franchisés à partir du moment où l'engagement sera pris de travailler ensemble. Pour venir compléter, il y a une formation qui va être mise en place. Cette formation, c'est notamment la formation initiale, elle va avoir lieu donc à partir du moment où vous avez signé le contrat et avant le démarrage de l'activité, c'est-à-dire avant l'ouverture ou la reprise de l'unité. C'est fondamental la formation initiale dans un réseau. Comme je vous l'ai dit, la durée, le contenu, le mix entre partie théorique au siège, partie pratique sur le terrain, c'est vraiment variable d'un réseau à un autre. Et ça aussi, c'est vraiment des points à aborder avec les enseignes qui vous intéressent pour vous assurer effectivement que cette formation elle est suffisante pour vous pour pouvoir demain démarrer en toute sérénité dans l'exploitation du concept. Et cette formation, elle sera également continue parce qu'on va le voir, j'avance un petit peu, mais le dernier point, il est bien indiqué que le franchiseur, il est garant de la stratégie du réseau et de sa pérennité dans le temps. En clair, c'est le rôle du franchiseur de faire en sorte que dans 5, 10, 15, 20 ans ou plus, le concept fonctionne toujours bien, l'image de marque soit toujours aussi bonne et surtout l'offre de produits ou de services se soit adaptée aux attentes des consommateurs, à la concurrence éventuelle qui s'est développée. Quand on fait évoluer l'offre de produits ou de services d'une enseigne, forcément le savoir-faire qui est associé évolue en parallèle. Donc c'est important que les franchisés soient toujours formés en continu pour maîtriser, bien entendu, ce savoir-faire dans son intégralité. Je remonte un petit peu. On l'a dit, le franchiseur, il apporte une assistance continue. Je ne vais pas revenir dessus, on l'a détaillé. Et il contrôle le respect du concept par les franchisés. Le ou la franchisée, maintenant. Je l'ai expliqué en début de conférence, et ça, je vais un petit peu le marteler. C'est un chef d'entreprise indépendant. En tant que chef d'entreprise indépendant, il est aux manettes de sa boîte. Ça veut dire que tout ce qui va concerner l'exploitation de l'entreprise, la gestion financière, la politique salariale qui va être mise en place, c'est entre les mains du franchisé et uniquement entre les mains du franchisé. Le franchiseur ne peut pas contraindre un franchisé sur des sujets liés à la gestion de son entreprise ou à la gestion de ses salariés. Ça s'appellerait tout simplement de l'ingérence. Ça voudrait dire qu'il met les mains dans la gestion d'une entreprise qui ne lui appartient pas. À ce niveau-là, le franchiseur, il a un rôle de conseil parce qu'il connaît le modèle, il l'exploite. Il l'a exploité d'abord dans des unités pilotes. Il a potentiellement un certain nombre d'unités succursalistes qu'il exploite au quotidien. Et puis, il a accompagné les franchisés dans l'exploitation de l'activité. Donc, il sait quelles sont les erreurs à éviter, il sait quelles sont les bonnes pratiques, il va avoir un rôle de conseil à ce niveau-là, mais il ne pourra pas contraindre à quoi que ce soit. C'est pareil, avant qu'on ait la question, je préfère anticiper, tout ce qui va être choix du statut juridique, choix de la banque, choix de l'expert comptable, éventuellement de la compagnie d'assurance dans le cadre de l'exploitation de l'activité, etc. Le franchiseur peut proposer, peut d'ailleurs faire des partenariats avec des réseaux ça peut être des partenariats très intéressants, notamment sur le plan financier, mais il ne pourra absolument pas l'imposer. Ça reste votre décision de chef d'entreprise de travailler avec les acteurs que vous souhaitez. Le franchisé réalise également les investissements nécessaires à la création ou à la reprise de cette entreprise. Alors, je ne veux pas trop le détailler à ce moment-là parce qu'on a justement une partie dédiée juste après. Ça devient également l'ambassadeur de l'enseigne. Ça coule un petit peu de source, mais quand on rejoint une enseigne, c'est pour véhiculer les valeurs qui sont portées par celle-ci. Et, on l'a vu, il doit respecter le concept. Et enfin, il adhère à l'esprit franchise. Alors, c'est quoi l'esprit franchise? C'est un beau mot, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? La franchise, c'est un mode d'entrepreneuriat qui a quand même ses particularités. Parce qu'on se lance en franchise, on devient indépendant, mais on le fait dans le cadre d'un réseau. Et l'idée justement de la franchise, c'est que ce réseau, ça soit un apport au quotidien. Alors il y a certes l'apport du franchiseur que l'on vient de voir, mais il y a aussi l'apport qui va être fourni par les autres franchisés du réseau. C'est ça aussi l'intérêt de la franchise, c'est de se dire que dans le modèle entrepreneurial, on n'est pas seul et que
Si un jour on rencontre une difficulté, une problématique, on va pouvoir également se baser, s'appuyer sur l'expérience des autres franchisés qui sont arrivés dans le réseau avant nous, souvent, qui sont passés par les mêmes étapes de développement et par les mêmes problématiques d'entrepreneuriat que soi, et de pouvoir bénéficier du retour d'expérience de ces franchisés. C'est un vrai plus au quotidien pour justement aider à surmonter ces difficultés plus rapidement ou plus facilement. Et enfin, en contrepartie de tout l'apport du franchiseur qu'on a vu avant, le franchisé il rétribue son franchiseur. Alors, bien entendu, on va parler des aspects financiers parce que je sais que c'est généralement un point qui vous intéresse tout particulièrement. Il y a finalement, je dirais, 3 coûts spécifiques à la relation de franchise. Quand je parle de coûts spécifiques, je veux dire par là que ce sont des coûts qu'un commerçant indépendant isolé, hors réseau, n'aurait pas à supporter. 3. Le premier, c'est le droit d'entrée. Vous avez également les royalties ou redevances. Et enfin, les redevances pour publicité nationale. Je vais les faire dans l'ordre tout simplement. Le droit d'entrée, c'est un montant que vous allez payer à l'accession au réseau. Donc, généralement, le jour où vous avez signé le contrat de franchise, d'autres le demandent le jour de l'ouverture du magasin, peu importe. Ce droit d'entrée, ça va rémunérer le franchiseur justement pour tout l'accompagnement qu'il vous a apporté sur la phase de montage, en gros, du jour de la rencontre jusqu'au jour de l'ouverture ou de la reprise du point de vente. Alors, ne me demandez pas une moyenne de droit d'entrée par secteur d'activité, ça n'existe tout simplement pas. Il y a plus de 2000 réseaux de franchise en France. Chaque réseau a un modèle économique qui lui est propre. Ce que vous avez à l'écran, c'est une fourchette moyenne de ce que l'on peut observer sur le marché. Généralement, un droit d'entrée se situe entre 0 et 45 000 euros. Et ce droit d'entrée, qu'est-ce qu'il va financer finalement derrière ? L'accès à la notoriété de la marque qui va être mise à votre disposition, la mise à disposition également de ce savoir-faire éprouvé. Si dans le contrat, vous avez une exclusivité territoriale, on dit qu'elle est financée également dans le cadre du droit d'entrée. Toute la formation initiale, qui va être réalisée par le franchiseur, la recherche du local, les travaux, le suivi des travaux et la présence donc, des équipes au moment de l'ouverture, cet accompagnement à l'ouverture qui va être fourni. Alors, le droit d'entrée, on l'a vu, les montants peuvent être vraiment variables. La manière dont le franchiseur va communiquer sur son droit d'entrée peut également être différente. Vous avez des franchiseurs qui vont communiquer sur un droit d'entrée globalisé, qui vont dire par exemple dans mon enseigne, c'est 30 000 euros, et d'autres vont le ventiler. Ils vont dire, chez moi, le droit d'entrée, finalement, c'est 20 000 euros d'accession à l'enseigne, c'est 7 000 euros de formation initiale, c'est 3 000 euros d'accompagnement, communication au moment du lancement. Très bien. Et je trouve que le fait qu'il soit ventilé, c'est aussi plus clair pour savoir réellement ce qu'on finance dans le cadre du paiement de ce droit d'entrée. Maintenant, je tiens à être clair également. De toute façon, il faut bien falloir faire l'addition de ces différents montants pour déterminer réellement ce que vous allez payer, puisque la formation initiale, comme l'accompagnement ou la communication à l'ouverture, il n'y a rien d'optionnel là-dedans. Il va bien falloir prendre l'intégralité pour que le projet puisse voir le jour. Alors, vous avez des réseaux qui ne demandent pas de droit d'entrée. C'est attractif, forcément. Si l'un vous dit « chez moi, c'est 30 000 euros » et que son concurrent vous dit « dans mon réseau, il n'y en a pas », forcément, je comprends que ça accroche l'oreille, en tout cas, vous ayez envie de vous y intéresser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les réseaux supportent leur charge de développement. Ils ont tous un modèle économique différent. Ça veut dire que si les réseaux ne demandent pas de droit d'entrée, ce qui n'est pas un mal, tous les modèles économiques peuvent être très performants, ça veut dire que forcément, c'est réimpacté ailleurs, parce qu'ils supportent quand même ces charges de développement. Donc ça veut dire que ça peut être réimpacté sur le taux de royalty, ça peut être réimpacté sur du matériel qui vous vendent au moment de la création de l'unité. Encore une fois, il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre. Il faut juste prendre conscience que ça ne sera forcément pas cadeau, puisque, encore une fois, le réseau supporte ses charges de développement. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne le modèle économique de l'enseigne. Finalement, le franchiseur ne vit pas réellement avec le droit d'entrée. Ça, on va dire, permet de rembourser tout l'investissement qu'il a mis sur le porteur du projet, encore une fois, du jour de la rencontre jusqu'au jour de l'ouverture. Avec quoi un franchiseur vit au quotidien? C'est avec le versement de redevances ou de royalties, ça dépend si on le dit en français ou en anglais. Généralement, ces redevances vont être calculées sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Je vous ai mis à l'écran entre 2 et 10%. Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre des marges dégagées justement par cette activité-là. Alors là aussi, tout modèle existe. Vous avez du variable sur chiffre d'affaires, vous avez certains réseaux qui proposent un forfait.
Voilà, donc un montant fixe à payer chaque mois. Vous avez des modèles mixtes avec une base fixe plus un variable. Vous avez des réseaux qui sont sur un variable de chiffre d'affaires, mais dégressif en fonction du volume réalisé. Voilà. Vous avez également des réseaux qui, pour aider les franchisés en phase de démarrage, leur permettre de démarrer plus tranquillement, de se constituer de la trésorerie, vont geler ou minorer les franchisés les premiers mois, les royalties des franchisés les premiers mois. Tout modèle économique existe. Et puis, il y a un troisième coût qui est spécifique à cette relation de franchise, c'est ce qu'on appelle les redevances pour publicité ou pour communication nationale. Voilà, comme leur nom l'indique, c'est une somme qui va être allouée aux campagnes de communication nationale réalisées par l'enseigne. Alors, vous avez encore des réseaux qui vont globaliser les redevances de fonctionnement et de communication dans une seule redevance du coup commune. La plupart des réseaux maintenant scindent bien ces aspects-là pour des questions de transparence. Pour vous dire les choses clairement, le droit d'entrée et les redevances, ça fait partie entre guillemets de la rémunération du franchiseur pour les actions qu'il mène, ça fait partie de son modèle économique et il n'a pas à justifier au quotidien de la manière dont va être dépensé ce droit d'entrée ou ces redevances. Très concrètement, il ne va pas chaque mois vous envoyer les fiches de paye de ses équipes. Ça ne vous regarde pas, c'est son modèle interne. En revanche, pour la publicité nationale, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas une rémunération du franchiseur. Finalement, à ce niveau-là, il va jouer un rôle de collecteur. Il va vous dire, confiez-moi du budget. En mutualisant le budget, ça permet de monter sur des campagnes de communication de plus grande envergure, donc plus impactantes vis-à-vis de la clientèle finale. Et là, comme ils jouent un rôle de collecteur, souvent les franchisés vont être un petit peu challengeants pour savoir effectivement quel a été le budget collecté, quelles ont été les actions mises en place, quels sont les retours, combien ça a coûté, quels sont les retours derrière. Donc, il y a de nombreux franchiseurs qui ont justement des commissions communication dans lesquelles des représentants de franchisés sont présents et vont effectivement travailler avec le franchiseur sur les actions de communication à venir. Voilà les 3 coûts spécifiques à la relation de franchise. Maintenant, quand vous vous intéressez à une enseigne, quand vous allez les voir sur le salon, que vous allez discuter avec eux ou prendre leur plaquette ou même sur leur site internet, il y a quand même 2 termes qu'il faut maîtriser parce qu'ils vont revenir très fréquemment. C'est l'investissement total et c'est la part d'apport personnel à injecter dans le projet. Pour essayer de la faire simple, l'investissement total, c'est le budget global qu'il va falloir allouer pour que le projet puisse voir le jour. Alors cet investissement total, il est composé de quoi? Il est composé du droit d'entrée qu'on vient de voir, puisque ça en fait partie effectivement en tant que composante. Tout ce qui va être travaux, agencement, mobilier pour le magasin, matériel pour fonctionner dans l'activité, fait partie de cet investissement total. L'informatique, matériel, côté logiciel aussi, tout le stock initial de produits ou de matières premières qui permet d'exploiter l'activité, tous les frais de création de l'entreprise et également le BFR, donc le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nécessaire pour pouvoir lancer et exploiter l'activité. Alors, je vous ai mis un exemple qui est tout à fait fictif, bien entendu, mais imaginons que cet investissement total moyen, parce que c'est bien une moyenne qui va être communiquée par les franchiseurs, chaque projet a ses propres caractéristiques, imaginons qu'il soit de 200 000 €. Sur les plaquettes des franchiseurs, sur leur site, vous aurez toujours une petite astérisque qui va vous dire hors achat ou location des murs, hors immobilier. Tout simplement parce que faire une moyenne sur l'accession au local commercial, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Le projet, où est-ce qu'il va avoir lieu? Est-ce que c'est en plein Paris? Est-ce que c'est en province? Et est-ce que c'est en plein centre-ville ou en périphérie? Enfin, l'accession au local immobilier représente des montants importants. Que vous souhaitiez acheter les murs ou en être tout simplement locataire. Quand on s'intéresse à des locaux commerciaux, on peut être amené à payer ce qu'on appelle des pas de porte ou des droits au bail qui permet effectivement de récupérer un local commercial. Bon, les montants peuvent être tout à fait variables. Ça suit une loi très simple de l'économie qui est la loi de l'offre et de la demande. Plus le local commercial est recherché, plus son attractivité commerciale est forte généralement, plus les conditions d'accès financières à ce local sont importants. Donc, côté franchiseur, ça n'aurait pas grand sens de faire une moyenne. En revanche, c'est un élément qu'il va falloir aller chercher et récupérer parce que ça va être également une des composantes de cet investissement total. Donc, dans l'exemple que vous avez à l'écran, j'ai un investissement total moyen de l'enseigne qui est aux alentours de 200 000 €. J'ai des frais d'accession au local de 50 000 €. Ça veut dire que finalement, le budget global alloué au projet est bien de 250 000 €. L'apport personnel maintenant, c'est quoi? L'apport personnel, c'est tout simplement
l'argent que vous avez, vous, de côté, disponible, à injecter effectivement dans le projet. Aujourd'hui, les banques ne financent pas les projets à 100%. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a une part du financement qui est apportée par le porteur ou la porteuse de projet. En moyenne, en franchise, cette part d'apport personnel est située aux alentours de 30%. Alors, c'est une moyenne, hein. Chaque projet est différent. Ça va dépendre de votre profil. Est-ce que vous êtes un primo-entrepreneur, c'est-à-dire est-ce que c'est votre première création d'entreprise? Les chiffres de l'enquête annuelle montrent bien justement que en France, vous avez 75% des franchisés qui sortent du salariat. Donc, c'est, on va dire, le profil le plus courant de franchisé. Ou est-ce que, au contraire, vous êtes déjà entrepreneur en franchise ou hors franchise, que vous avez déjà d'autres affaires qui tournent? Et là, potentiellement, si ces affaires fonctionnent bien, la banque pourrait demander un peu moins de part d'apport personnel. Ça va dépendre également de la nature du projet, en fonction de l'activité, en fonction de la nature du financement. Est-ce que vous financez surtout du matériel ou de l'immatériel? Ça peut faire venir varier effectivement cet apport. Donc ça, c'est un élément qui est important et qu'il va falloir discuter assez rapidement avec les enseignes que vous allez finalement rencontrer. C'est, pour le concept en question, quel est l'apport personnel minima à mettre sur la table pour que le projet puisse voir le jour. Finalement, cette limite, elle n'est pas fixée par le franchiseur, c'est plutôt par les banques, encore une fois, qui demandent que le franchisé investisse lui aussi dans l'entreprise. Donc dans l'exemple, si j'ai un investissement global aux alentours de 250 000 €, ça veut dire qu'il faut que le franchisé ait un apport personnel aux alentours, bien entendu, des 80 000 € pour aller chercher le reste du financement, donc les 170 000 € par du financement bancaire. Le cadre juridique maintenant. Alors, je ne vais pas avoir le temps de m'étaler finalement sur le cadre juridique de la relation de franchise, mais il y a quand même quelques éléments dont je voulais vous parler. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de loi spécifique à la franchise. Ça ne veut pas dire que les réseaux font ce qu'ils veulent, hein. C'est soumis, on dit, à l'ensemble des droits communs. En revanche, il existe un code de déontologie européen, valeur que nous portons avec la fédération. Si ça vous intéresse, ce code de déontologie, il est disponible sur le stand de la Fédé, il est disponible bien entendu sur le site internet. Je vous invite à aller le consulter. C'est 5 pages. C'est écrit petit, c'est vrai, mais ça reste 5 pages, donc vous n'allez pas y passer des soirs entiers. Et c'est assez intéressant parce que ce code, qu'est-ce qu'il prône? C'est l'équilibre dans la relation entre le franchiseur et le franchisé. Pour information, les réseaux qui adhèrent à notre fédération s'engagent à le respecter. Et leur engagement, il prend forme en annexant ce code de déontologie à leur contrat de franchise. Donc il est signé à la fois par le franchiseur, mais également pour les franchisés. Ça veut dire qu'il a force contractuelle, c'est un engagement tout de même fort. Je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de loi spécifique à la franchise. En revanche, il y a une loi qui s'applique à la franchise. C'est ce qu'on appelle communément la loi dite Doubin. C'est le nom du ministre qui l'a mis en place. En réalité, c'est l'article L330-3 du Code de commerce, mais je pense qu'ici, à n'importe qui, vous parlez de la loi Doubin, tout le monde saura de quoi vous êtes en train de parler. Et cette loi, elle dit que le franchiseur a obligation légale de vous remettre minimum 20 jours avant la signature du contrat de franchise un document qui s'appelle le document d'information précontractuelle, le DIP, DIP, vous l'appelez comme vous voulez. Ce document, il va lister des informations obligatoires que le franchiseur va devoir vous communiquer. Alors, je suis désolé, je n'ai pas le temps de le détailler, mais encore une fois, on pourra prendre du temps sur le stand de la Fédé par la suite si vous le désirez. Mais en clair, on va retrouver un historique du développement de l'enseigne, des informations sur la propriété de la marque, on va retrouver des informations financières sur la structure franchiseur, on va retrouver la liste complète du réseau d'exploitation, toutes les succursales, tous les franchisés. Vous allez retrouver également la liste des franchisés qui ont quitté le réseau les 12 derniers mois qui précèdent la délivrance du document, et toutes les clauses essentielles du contrat, comme les investissements spécifiques à l'enseigne, sont déjà sortis du contrat et mis noir sur blanc dans ce DIP. Et de toute façon, annexé à ce DIP, le contrat de franchise type qui va vous être proposé. Donc la remise du document d'information précontractuelle, c'est quand même un moment important dans le projet, parce que, je dis souvent, c'est le moment où vous récupérez toutes ces informations qui permettent de passer la seconde, d'avancer sur votre projet pour, in fine, dire si vous y allez ou vous n'y allez pas. La remise d'un document d'information précontractuelle, ça n'engage en rien. Si moi, franchiseur, je vous remets mon DIP, ce que je vous demande, c'est 2 choses. La première, de le parapher, de le dater et de le signer pour prouver que je vous l'ai bien remis. La deuxième, si ça n'a pas été fait en amont, je vous demande de signer un engagement de confidentialité. Voilà, parce que, bien entendu, c'est un bon conseil d'aller comparer les réseaux d'un même secteur d'activité. Donc aujourd'hui, je vous ai remis mon DIP, mais peut-être qu'hier, c'est mon concurrent principal qui vous a remis le sien. Lui, comme moi, on n'a pas trop envie que les informations circulent. En revanche, à partir du moment où je vous remets ce DIP, pendant 20 jours minimum, il ne peut rien se passer. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de vous demander de signer un contrat qui vous engage,
même un contrat de réservation de zone, je n'ai pas le droit de vous demander de me verser une quelconque somme d'argent. Finalement, le DIP, c'est un minimum d'informations et un minimum de temps de réflexion fixé par la loi en faveur des candidats et des candidates à la franchise. Ce qui engage les parties, c'est la signature du contrat de franchise. Alors là, c'est les règles du jeu. D'accord ? Tout va se retrouver dans le contrat. Tous les engagements du franchiseur, ceux des franchisés, tout va être précisé et détaillé dans ce contrat de franchise. Alors, un contrat de franchise, généralement, c'est à durée déterminée. Les durées les plus courantes, on va être sur des durées de 5 et 7 ans. Plus l'investissement financier est important, généralement, plus la durée du contrat est longue, ce qui permet de sécuriser la relation entre les deux parties. Le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, si vous n'êtes pas juriste de formation, ce qui souvent est le cas, c'est de confier le DIP et le contrat qu'il associe entre les mains d'un avocat spécialisé et lui demander un travail de relecture. En gros, je vais voir un avocat spécialiste de la franchise, et vous en avez au Collège des experts de la Fédération. Je lui donne le DIP et le contrat, je lui dis on se revoit dans une semaine, dans 15 jours, et vous m'expliquez, sans jargon juridique, quelles sont les règles du jeu. En clair, je ne m'engage pas si je ne suis pas totalement conscient des règles du jeu qui vont s'appliquer. Alors, depuis tout à l'heure, on parle effectivement de la franchise. On me fait signe pour me dire qu'il me reste 5 minutes, donc je vais essayer d'être assez focus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le salon, vous n'avez pas que des réseaux de franchise. Vous allez également retrouver des enseignes qui exploitent d'autres formes de contrats. Et tous ces modèles, encore une fois, peuvent être des très beaux modèles à partir du moment où ils sont bien exploités. La franchise, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le cadre du commerce contractuel. Et dedans, on va également retrouver de la licence de marque. La licence de marque, c'est un modèle qui est plus light, et le cœur de la relation, finalement, elle est surtout autour de la mise à disposition d'une marque et d'un concept, bien entendu, qui est associé. Ça veut dire qu'en licence de marque, contractuellement, il n'y a pas forcément d'engagement de la tête de réseau sur un transfert de savoir-faire, sur un accompagnement avec des fonctions support ou de l'animation de réseau. Vous pouvez trouver également des réseaux qui utilisent un modèle de concession. Là, le cœur de la relation, il est surtout autour de la mise à disposition d'un produit, avec ce qu'on appelle un engagement de triple exclusivité, c'est-à-dire qu'il y a une exclusivité géographique, et sur cette zone géographique, la tête de réseau s'engage à ne fournir que vous avec ces produits, et vous vous engagez à vous fournir uniquement auprès d'eux. Il n'y a pas forcément non plus d'engagement sur du transfert de savoir-faire, sur de l'accompagnement. Et puis il y a le cas de la commission affiliation, c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup dans le prêt-à-porter notamment, mais pas que. Là, ça peut fonctionner comme de la franchise, c'est-à-dire qu'on retrouve des modèles de commission affiliation, on a bien marque, savoir-faire, accompagnement, avec une différence qui est quand même importante, et elle se situe au niveau du stock de marchandises. En commission affiliation, l'affilié, qui est un chef d'entreprise indépendant, propriétaire de son magasin, gérant de ses équipes, etc., gère son activité, mais le stock de produits reste propriété de la marque. Il est mis en dépôt dans les magasins des affiliés. L'affilié vend le produit au client et est rémunéré par une commission sur les ventes réalisées. Tous ces modèles s'inscrivent dans le cadre du commerce contractuel. Et il y a un autre modèle qui est représenté également sur ce salon, c'est ce qu'on appelle le commerce associé, les groupements d'indépendants. Vous avez peut-être entendu parler de coopératives commerciales. Là, le modèle il est un petit peu différent puisque il y a un lien capitalistique entre la tête de réseau et les commerçants. En coopérative, on appelle ça des adhérents. Chaque adhérent détient des parts de la structure mère, du capital de la structure mère, tête de réseau. Voilà. Donc c'est un modèle de fonctionnement qui est un peu différent. C'est un modèle de prise de décision qui est différent puisque les adhérents, effectivement, vont voter pour dire s'ils sont d'accord ou pas avec l'évolution proposée par l'enseigne. En 2 minutes, les derniers conseils que je peux vous donner avant de vous laisser aller sur le salon à la rencontre des enseignes. Bon, le premier, c'est bien mesurer les conséquences personnelles et financières du projet. Encore une fois, la franchise, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un modèle, c'est un outil entrepreneurial, mais ça reste de l'entrepreneurial. Donc, c'est important de mesurer un peu les conséquences que ça peut avoir au niveau de l'environnement familial, de la mobilité géographique, si le projet nécessite effectivement de changer de ville ou de région pour pouvoir le faire, sur l'apport personnel dont on a parlé et que vous allez pouvoir effectivement injecter dans le projet. Les conseils que je peux vous donner, c'est d'aller rencontrer des franchiseurs, d'aller comparer les franchiseurs. Même si vous êtes vraiment intéressé par une enseigne, c'est celle vraiment qui vous attire le plus, c'est quand même important d'aller voir ce que font les concurrents et comment ils fonctionnent au quotidien. Quand vous discutez avec des franchisés, il y a plein de témoignages de franchisés sur le salon, je vous invite à aller les écouter. Vous allez peut-être vous rendre compte que dans leurs témoignages, je dis souvent que finalement, quand ils avaient listé les enseignes par ordre de préférence, ce n'est pas forcément avec le numéro 1, avec le numéro 2 qu'ils ont signé, c'est peut-être avec le numéro 3. Parce que dans la franchise, il faut qu'il y ait quand même aussi un vrai feeling, j'ai envie de dire, entre le franchiseur et le franchisé. Il faut qu'il y ait une adhésion à un projet commun. Donc,
allez comparer les enseignes, allez rencontrer les franchisés de ces réseaux. À un moment donné, dans le DIP, vous allez avoir la liste complète. Donc c'est votre rôle de futur chef d'entreprise de prendre contact avec les franchisés et de leur poser toutes les questions que vous avez envie de poser. J'irai plus loin dans le conseil, allez en voir plusieurs, varier les profils, allez voir des franchisés qui sont dans le réseau depuis plusieurs années, allez voir aussi des franchisés qui viennent d'arriver parce que voilà, les profils sont différents, l'expérience dans le réseau est différente, on n'a pas forcément traversé les mêmes périodes et la formation initiale du franchisé, d'un franchisé qui est entré il y a 10 ans ou d'un franchisé qui est entré l'année dernière n'est pas forcément non plus la même parce que le franchiseur l'a fait évoluer. Faites-vous accompagner dans vos projets, surtout si c'est une première expérience entrepreneuriale. On apprend tous les jours et il faut se faire accompagner. Donc, je rappelle bien l'importance d'aller refaire une étude de marché. Vous avez des cabinets de géomarketing qui sont spécialisés là-dessus et qui peuvent faire les études de marché avec vous. De s'appuyer sur les conseils d'un avocat, d'un expert comptable pour faire ses prévisionnels. C'est le rôle du franchisé d'aller travailler ses prévisionnels, de se faire accompagner par un avocat justement pour la relecture de contrat avant de s'engager avec le franchiseur. Un mot d'ordre également, pas se précipiter, c'est un projet de vie qu'il y a derrière, forcément. Donc, c'est important de mesurer encore une fois toute l'implication que ça va nécessiter. Aujourd'hui, sur le salon, vous êtes peut-être dans une première démarche qui est de découvrir un peu ce modèle de la franchise, d'aller rencontrer des enseignes et d'aller prendre les premières informations. Et après, vous avancerez étape par étape avec l'enseigne ou les enseignes qui vous intéressent pour la suite de votre projet. Voilà. J'en ai terminé, donc je vais m'arrêter là. Sachez qu'à la Fédération, encore une fois, on est à votre disposition si vous souhaitez des renseignements complémentaires. Vous avez le stand de la Fédération qui est juste derrière, à la jonction des 2 allées principales. Je vous souhaite un bon salon. Allez rencontrer des enseignes, allez rencontrer des experts, suivez d'autres conférences si il y a des thèmes qui vous intéressent, parce que c'est le moment où tout le monde se rassemble au même endroit sur ces 3 jours, donc profitez-en. Merci.